Block Invest. Parlons investissement tout simplement. Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Block Invest. Ici, on parle d'investissement et d'immobilier. Je suis Thomas et ça me fait super plaisir de recommencer ces podcasts. Donc là, je suis à l'épisode 2 de la saison 3. Donc au cas où tu n'aurais pas vu l'épisode précédent, je te parlais d'expatriation et de pourquoi est-ce que je faisais ça et comment est-ce que j'avais choisi un nouveau pays, mes critères de recherche. Donc si tu ne l'as pas vu, n'hésite pas à aller voir l'épisode précédent. Il dure seulement 20 minutes et déjà tu as mes méthodes de recherche pour trouver un pays dans lequel investir pour soit s'expatrier, soit garder son argent dans un coffre-fort à l'étranger. Donc aujourd'hui, nous allons parler de comment acheter un appartement à Budapest quand l'on est étranger. Alors évidemment, ce podcast parle de comment acheter à Budapest, mais vous pouvez aussi trouver de comment acheter dans un autre pays grâce à ce podcast, parce que là on va parler de plusieurs méthodes de financement ou de comment faire étape par étape pour choisir le pays dans lequel vous souhaitez investir. Donc avant tout, avant de vous expliquer comment est-ce que l'on achète précisément à Budapest, je vais juste vous parler brièvement des étapes qui m'ont amené jusque là-bas une fois l'avoir sélectionné sur mes critères de recherche, donc du coup que je vous donnais dans le podcast précédent. Donc la première étape pour moi, ça a été de visiter le pays. Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, c'est surtout, on va dire, très conseillé. Mais nous, par exemple, avec l'agence Helios, on s'occupe de personnes pour les faire investir dans la ville parce que leur but n'est pas de s'expatrier. Leur but est seulement d'investir dans le pays, mais pas d'y vivre. Donc en fait, évidemment, c'est mieux de regarder comment est le pays, comment est la vie de tous les jours. Mais si vous connaissez les chiffres et que vous savez qu'il n'y a pas de risque on va dire, de coup d'État ou ce genre de choses comme au Venezuela, évidemment, vous pouvez utiliser une agence comme Helios pour demander à ce qu'elle vous aide à investir. Nous, surtout qu'on s'occupe de tout, des visites virtuelles, de la signature, du comptable, des avocats. On vous met en contact vraiment avec tout le monde. On vous fait même les contrats en français. Mais bon, voilà, petit aparté fermé. Si vous avez besoin de l'agence Helios, n'hésitez pas à les contacter. Donc maintenant que cette petite publicité est terminée, pour ma part, du coup, j'ai visité le pays et moi, là où j'ai eu vraiment un choc, c'est que c'était tellement propre, sécuritaire, que j'avais l'impression d'avoir vu le mini Dubaï. Tout était moins cher, donc c'est ça surtout la grande différence. Mais quand je suis rentré en France, c'est surtout là où je me suis dit merde, mais quand je suis rentré en France, j'avais l'impression d'être à l'étranger. Et en Hongrie, j'avais l'impression d'être chez moi. Donc ça m'a fait vraiment bizarre. Je sais pas comment le dire, de toute façon c'est très difficile d'expliquer ce que l'on a ressenti dans un pays. Mais j'ai beaucoup aimé la Hongrie. Pour moi, je l'ai pris comme option pour m'expatrier. Surtout pour m'expatrier d'abord fiscalement. Mais je me suis dit que si vraiment ils bloquaient les frontières ou ce genre de choses, mon pays de rapatriement, ce serait automatiquement la Hongrie, qui a une mentalité vraiment différente. Et si en plus je peux choper le petit passeport hongrois supplémentaire, que l'on ne refait pas une petite Covid ou si on n'avait pas le passeport du pays, on ne pouvait pas bouger, évidemment, c'est toujours très intéressant. Donc tout ça pour dire que le ressenti était extrêmement bon. Les rencontres aussi sont extrêmement faciles. Surtout que là-bas, vous avez plus de 80% de la population à Budapest qui parle anglais. Donc vous en avez vraiment très peu qui ne parlent pas anglais ou alors ils comprennent sans pouvoir le parler. Bon, moi je suis parti avec un traducteur de chez Vasco, donc ça m'a beaucoup aidé pour traduire en hongrois. Ça, plus le fait que j'ai pu constater par moi-même que les soins étaient assez rapides. Alors, les hôpitaux ne sont pas forcément bons dans le public, mais très bons dans le privé. Évidemment, quand tu payes, c'est meilleur. C'est un pays, on va dire, un peu plus capitaliste et libéral
comparé aux autres pays aux alentours. Alors comparé à la France, évidemment, c'est le grand écart. Mais ce qui m'a plu aussi, je te parle de ça parce que quand ma copine est partie en Hongrie, la veille, elle a eu une rage de dents. Et le matin, juste avant de prendre l'avion, vers 7-8 heures du matin, elle a appelé un dentiste pour prendre rendez-vous. Elle a pris l'avion et en atterrissant directement, elle est partie chez le dentiste dans l'après-midi. Elle est arrivée à Budapest et elle a pu avoir les soins directement de fait. Donc comme quoi, nous en fait en France on a ce petit problème, c'est que les dentistes sont pas disponibles, mais c'est pas parce qu'ils sont pas compétents, c'est juste une raison fiscale. Quand tu vois qu'ici ils arrêtent de travailler à partir de mercredi, parce qu'ils disent ben non après je vais payer 45% d'impôts, donc pourquoi est-ce que je travaillerai? Là-bas peut-être que tu payes, alors déjà tu payes moins cher, elle a payé je crois 100 ou 150 euros pour se refaire la dent, donc c'est pas non plus insurmontable. Mais au-delà de ça, en fait, quand tu gagnes de l'argent là-bas, t'es imposé qu'à 15% quoi qu'il arrive. Donc évidemment, ça te donne envie de travailler. Pas comme en France où évidemment, on a des déserts médicaux où on essaye de te faire des lois, plus des réglementations et tout ça, alors que c'est juste un problème fiscal. Mais bon, ça c'est mon avis. Là, on va parler de comment acheter un appartement à Budapest. Et donc pour commencer, tout dépend de ton profil. Donc déjà pour commencer, les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Je vais essayer de faire des généralités pour que tu puisses t'y retrouver suivant ta situation, mais déjà il faut connaître ton objectif. Est-ce que tu achètes pour ta résidence principale? Est-ce que tu achètes pour faire louer? Est-ce que tu es tout seul? Est-ce que tu es en couple? Est-ce que tu es avec un associé? Est-ce que tu n'es pas endetté, donc tu peux acheter en nom propre? Sachant que nous en France, on est limité à un taux d'endettement de 35%. Là-bas, en Hongrie, on est sur un taux d'endettement qui peut aller jusqu'à 60% pour les particuliers. Donc, je vais commencer par les particuliers. Donc, si tu es là-bas pour acheter ta résidence principale ou préparer ta future expatriation, pour commencer, il faut savoir qu'au moment où j'enregistre, depuis maintenant un an et demi, on a une nouvelle loi, le projet Autumn Start, ou Home Start en anglais, qui consiste à baisser ton taux de crédit, donc ton taux sur le prix immobilier, parce qu'il faut savoir qu'en Hongrie actuellement sur le forint on est à 7%, donc ça ne fait que diminuer en ce moment, sachant qu'au moment où là j'enregistre, en France on est dans les 4%, je pense qu'on devrait bientôt atteindre les 5%. Je pense que ça va augmenter, mais bon, tu me diras et tu verras toi par toi-même dans le futur, alors qu'en Hongrie c'est en train de baisser. Mais tu peux pallier à ça parce que tu peux avoir des subventions de l'État même si tu es étranger, et au lieu d'avoir un taux de crédit à 7%, tu peux descendre à 3%. Donc il y a beaucoup de limitations, il faut que ce soit ta première résidence principale que tu achètes officiellement. Après il y a beaucoup de restrictions au niveau du montant du prêt. Bon, après, je te laisserai voir directement sur les articles que je publie sur Helios, mais sachant que si tu es primo-accédant, voilà, tu sais que tu peux avoir un taux à 3% au lieu de 7%, même si tu es un étranger, mais ça concerne que très peu de personnes. Il n'y a pas de conditions d'âge, c'est ça quand même la bonne nouvelle, mais il y a quand même beaucoup de conditions qui sont assez restrictives. Bien, ensuite on va partir du principe que tu es un acheteur du coup étranger, que tu n'as pas de passeport hongrois et que tu es un investisseur. Donc déjà pour commencer, tu n'auras pas les aides de l'État pour acheter avec des taux moins importants, ce qui est évident, mais tu seras beaucoup moins imposé et bon, on en reparlera dans un autre podcast, mais tu as pratiquement aucune taxe foncière en Hongrie. Ensuite, le principal obstacle en fait c'est le premier achat. Le premier achat c'est le plus difficile, parce qu'en fait c'est ta porte d'entrée et une fois que tu l'as en fait c'est beaucoup plus simple. Une fois que tu es installé, que tu as toute ta machine qui est en place, et bien en fait t'as plus qu'à repasser par les mêmes étapes et par la même banque, le même financement pour avoir ton deuxième, troisième, quatrième bien immobilier. Mais le plus important en fait c'est le premier achat. Alors il y a énormément d'erreurs à éviter, ça aussi j'en parlerai dans un autre podcast. Mais très souvent, c'est le premier financement avec une banque hongroise qui est extrêmement difficile parce que déjà, il faut que tu puisses rentrer dans la banque.
Et tant que t'es pas rentré dans la banque, t'as pas le financement, et tant que t'as pas le financement, t'as pas la banque. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que tant qu'ils te connaissent pas, il faut que tu puisses prouver des revenus et tout ça. Mais voilà, sachant que les banques hongroises sont très en retard par rapport aux autres banques comparées en France. Par exemple, tout ce qui est infopreneur, ils ont beaucoup de mal. Si vous êtes juste infopreneur, que vous gagnez de l'argent grâce à Internet, alors peut-être que dans le futur, je pense que ça va s'améliorer, mais aujourd'hui, vous avez du mal à ouvrir un compte bancaire parce qu'ils ne comprennent pas votre logique. Après, si vous êtes investisseur immobilier, ça c'est quelque chose qu'ils comprennent, mais encore faut-il avoir de l'immobilier dans le pays en question. Alors la première solution, elle est toute simple, c'est d'acheter ton premier bien immobilier cash à 100%. Donc évidemment, je sais que ce n'est pas ce que tu veux entendre, ce n'est pas l'idéal, il y a d'autres solutions, mais la première et la plus simple, si tu vas acheter en 2 semaines, voire 30 jours, parce que là-bas l'achat est assez rapide, eh bien tu peux le faire en achetant cash directement. On ne va pas te demander d'où viennent les fonds, tu peux déposer même beaucoup d'argent en liquide. Si tu viens avec 30 000 euros en liquide, apparemment on ne te pose pas de questions, d'après les retours que j'ai eus. Mais bon bref, tu vas acheter de l'immobilier, le plus simple évidemment, c'est d'avoir l'argent cash et de le donner directement du coup à ton notaire. Enfin là-bas ce sont des avocats, mais on en va en reparler. Et ensuite tu fais un prêt hypothécaire derrière où ils vont te refinancer 70% de la valeur du bien. Donc, les 70%, c'est la banque qui l'évalue, sachant que là-bas en moyenne tu gagnes un peu plus de 10% à l'année de la valeur de ton bien immo. Si tu attends un peu pour te le faire financer, tu vas gagner 10% sur ton financement. Mais bon, bref, du coup, sur le cash investi, du jour au lendemain, tu peux récupérer 70% de la valeur de ton bien immobilier. Mais attention, pour les étrangers, au tout début, c'est souvent 50% parce que les banques ne veulent pas prendre de risques. Évidemment, quand tu es un inconnu, c'est tout à fait normal. Ils ne veulent prendre aucun risque. Mais voilà, comme je te disais, le plus dur, ce sera le tout premier bien immobilier. Alors aussi attention au choix de la banque, c'est vraiment crucial parce qu'en fait là-bas ils ont des listes sur la localisation de l'achat. C'est-à-dire que si tu veux acheter en bordure de Budapest, eh bien il y a certaines banques, elles vont te faire leur achat, il n'y a aucun souci. Par contre le deuxième achat, imaginons que tu vas aller dans un district et que cette banque te dise « Ah non, nous, tel district, nous, on n'achète pas, elle ne fait pas partie de notre liste. » Mais en fait, ils ne vont pas te financer, tout simplement. Ils ont des localisations prédéfinies par banque où ils peuvent te dire « Ok, tel district, on finance et telle localisation, on ne finance pas. » Voilà, chaque banque est différente et suivant où se trouve la banque, elle aura des endroits où elle peut te financer et des endroits où elle ne peut pas te financer. Donc c'est bon à savoir quand tu l'as choisi, étant donné que si tu vas acheter un deuxième, voire un troisième bien, etc., c'est vraiment un point à connaître à l'avance. Donc déjà, ça t'évitera de faire cette première erreur. Ensuite, la deuxième solution consiste à vous faire financer un appartement, une maison en Hongrie grâce à une banque française. Alors le financement à l'étranger pour les banques françaises, c'est assez simple pour l'Espagne, le Portugal, la Belgique. Ensuite, pour la Hongrie, moi personnellement, il m'a fallu 6 mois pour avoir un accord de la banque. Et encore, ils ne finançaient que 60% du bien immobilier. Donc, point positif, c'est que j'ai des taux bas parce que c'est en euros. Attention au risque de change, évidemment. Mais voilà, alors c'est... Quand c'est un pays étranger dont ils n'ont pas l'habitude de financer, évidemment, ils vont faire très attention. Donc ça va dépendre surtout du profil. Donc vous risquez même de devoir avoir des biens déjà payés avec des loyers qui rentrent directement sur les comptes bancaires dont ils ont la visibilité. Donc dans le cas contraire, évidemment, ce sera très difficile, mais en fait, ça dépend tout simplement de votre profil. Donc à savoir que c'est possible. Mais que ce sera extrêmement difficile parce que la plupart ne connaissent pas et ils ne veulent pas s'embêter. Et puis c'est un énorme risque, surtout que pour eux, la Hongrie c'est le tiers-monde, alors qu'en réalité les Hongrois nous voient maintenant comme l'un des pays du tiers-monde. J'ai pu même rencontrer des assureurs et des professionnels sur place
qui m'ont dit que ils ne voulaient plus investir en France en tant que Hongrois parce que pour eux, c'était devenu trop dangereux. Ensuite, vous avez la méthode du prêt lombard. Personnellement, moi, c'est celle que j'utilise. Donc, elle consiste tout simplement à vous faire financer en échange d'une garantie que vous donnez à votre banque. Donc, ça peut être du capital, ça peut être des tableaux, statues, des bijoux. Donc, vous avez plusieurs méthodes. Soit vous allez votre broker sur Internet. Donc, moi, je vais prendre 2Giro parce que je les connais très bien. Ou en échange de votre portefeuille, où vous pouvez faire une allocation. Et ensuite, vous avez du coup votre prêt qui est non attribué. Donc le grand avantage, c'est que vous pouvez dépenser votre argent dans ce que vous souhaitez. Et en échange, vous l'utilisez pour le mettre du coup dans un bien immobilier qui va à minima s'autofinancer. Mais là, ce qui est bien, c'est que c'est complètement flexible parce qu'en fait, vous n'avez que les intérêts à payer. Et en fait, vos loyers, vous pouvez décider soit de vivre avec la marge si c'est votre objectif, ou alors de rembourser votre capital, ce qui est beaucoup plus conseillé, pour le rembourser au fur et à mesure. Et ensuite, en fait, c'est comme si on vous donnait un appartement gratos. Alors, je dis gratuit, évidemment, c'est vous qui prenez tous les risques. Votre prêt lombard sera beaucoup plus élevé, théoriquement, si vous le faites sur une banque physique plutôt que sur un courtier comme 2Giro. Bon, là, vous faites comme vous voulez. L'avantage, c'est que sur les courtiers en ligne, vous n'avez aucun document à remplir. Ça prend à peu près 30 secondes. Vous faites juste un virement à vous-même et automatiquement, vous payez un prêt dessus. Alors que sur les banques, évidemment, il y a beaucoup plus de papier et tout ça, mais le prêt n'est pas attribué et en fait, vous faites ce que vous voulez des fonds. À partir du moment où vous remboursez, en fait, vous êtes safe. Donc, automatiquement, il va vous falloir vous assurer que vous allez bien louer votre bien pour pouvoir rembourser les intérêts de la banque. Le principal avantage de passer par une banque physique est que vous pourrez emprunter plus d'argent que si vous passez par votre courtier en ligne. Mais si le système fonctionne, évidemment, quand vous arrivez sur ce niveau de fortune, là vous vous rendez compte qu'en fait vous avez des accès beaucoup plus faciles à tout. Alors pas besoin d'être énormément fortuné. Dès que vous avez 200 000 euros, en fait, vous pouvez effectuer ce type de prêt sans souci. Même pour des prêts, alors si vous achetez, ça dépend aussi évidemment quel type de bien vous achetez. Même avec 100 000 euros, vous pouvez déjà effectuer ce type de prêt. Évidemment, vous n'allez pas acheter le super appartement bien placé. Enfin, quoique vous pouvez faire des affaires, mais bon, dans une capitale où la concurrence est assez dure, les prix ne se négocient pas beaucoup à Budapest. Ils se négocient, mais très peu, parce qu'en fait, ça augmente tellement vite et vous avez tellement de possibilités que vous avez très peu de chances d'acheter un super truc avec seulement 100 000 euros d'épargne. Mais bon, imaginons que vous avez 200 000 euros, il vaut mieux utiliser cette méthode en faisant le prêt lombard plutôt que les dépenser en totalité et de ne plus avoir le capital derrière au cas où. Donc voilà, ça c'était du coup la méthode 3. Ensuite, nous avons la 4e solution. Elle consiste dans un premier temps à louer votre logement du coup sur place, donc en fait à faire comme si vous étiez un résident, ce qui vous permettra d'avoir une adresse sur place et donc de pouvoir ouvrir des comptes bancaires. Donc évidemment, ça vaut le coup pour quelqu'un qui veut s'expatrier et mathématiquement, si vous souhaitez faire ça juste pour investir dans l'immobilier, derrière, mathématiquement, en fait, vous payez un loyer pour rien, donc ça ne vaut pas le coup. Donc là, c'est vraiment une méthode où vous voulez utiliser la banque hongroise sur place pour qu'elle vous octroie un crédit. Et ensuite, ce sera généralement pour arrêter de payer votre loyer et l'utiliser pour votre résidence principale. Ensuite, la méthode numéro 5, qui est une très bonne méthode, consiste à acheter un bien complètement neuf. Alors, tu vois, un bien complètement neuf, mais en construction. Donc, c'est comme une vente en France en VEFA. Et ça, c'est vraiment quelque chose, alors que je ne conseillerais pas en France, forcément, mais dans un marché haussier comme à Budapest, et avec le système bancaire et le système de TVA, ça peut être vraiment très avantageux. Parce que si tu achètes avec la TVA et que tu dois mettre que 20% d'apport, généralement un bon promoteur, là-bas tu ne donnes que 20%, et tu dois donner les 80% un an plus tard. Sauf que
ça veut dire que tu as une année pour trouver les 80% qui restent avec ta banque. Mais la banque, elle finance que 70% du bien. Mais il y a une augmentation du prix du bien et en plus tu te fais rembourser de la TVA. Donc ça peut être extrêmement avantageux, tu peux même parfois gagner de l'argent. Alors, je vais t'expliquer avec des chiffres pour que ce soit plus clair. Imaginons que tu trouves un appartement qui va être fini dans un an, il faut donner 20% d'apport, il coûte 100 000 euros. Donc tu fais un apport de 20 000 euros. Le promoteur est en train de construire du coup ton appartement, il y en a pour une année. En ce moment en plus, ils sont en train de construire dans le 13e arrondissement, c'est exactement ce qui se passe à Budapest. Donc ton bien, tu as donné 20 000 euros, il faut que tu trouves 80 000 euros restants pour acheter le bien à la banque. Sauf qu'au bout de 1 an, ton bien a pris, on va dire, 20%. En moyenne, sur les appartements, on est entre 10 et 14%. Ça dépend des années, mais en ce moment, on est sur une belle augmentation. Et donc, vu que ton bien vaut 120 000 euros, quand tu passes voir la banque, tu dis écoutez, j'aimerais que vous me financiez 70% du bien. Donc, et c'est déjà que tu peux lui dire que tu l'as acheté déjà l'équivalent de 100 000 euros, mais que la valeur du bien vaut 120 000 euros. Donc sur 70% de 120 000 euros, ça fait 84 000 euros. Donc la banque va te financer 84 000 euros alors qu'il ne te reste plus que 80 000 euros à dépenser. Donc tu fais le virement de 80 000 euros à ton promoteur. Donc tu récupères déjà 4 000 euros à ce moment-là, mais c'était TTC, et la banque aussi te finance TTC, elle ne prend pas en compte le fait que tu vas récupérer la TVA. Donc tu récupères les 27% de TVA, ce qui fait que tu vas récupérer là 27 000 euros. Donc 27 000 euros plus les 4 000 euros supplémentaires, ça veut dire que tu as récupéré 31 000 euros. Et à la base, tu as dépensé que 20 000 euros d'apport. Donc ce qui fait que au bout de 1 an, tu as 11 000 euros en positif de trésorerie sur ton compte bancaire. Donc j'espère que j'ai été assez clair. Grosso merdo, c'est simple, tu es obligé quand même d'avancer l'argent, mais au final, au bout d'une année, tu te fais rembourser la TVA et tu te fais financer le bien sur sa valeur TTC et non pas sur le prix d'achat. C'est la grande différence avec nos banques françaises qui calculent ton prix d'achat et la valeur actuelle. Alors, généralement, ils font les deux, mais ils prennent beaucoup en compte en France la valeur d'achat. Mais voilà, c'était l'une des astuces pour acheter et récupérer l'argent très vite. Donc tu imagines que en plus les ventes se font environ en 30 jours. Donc le marché du neuf est en pleine expansion. Il se vend, il est très liquide, il se vend très facilement. Il est sur une montée vraiment constante et donc voilà, c'est l'une des astuces que tu peux avoir pour acheter et récupérer de l'argent très vite. Bien sûr, les conditions, c'est d'acheter en KFT et de pouvoir se faire financer les 70% du bien. Donc, petit aparté, j'en avais déjà parlé dans le précédent podcast, suivant les prochaines élections qui sont en 2027, si Viktor Orban ne repasse pas, la TVA risque de descendre à 20% au lieu de 27%. J'en avais déjà parlé dans le précédent podcast, mais bon, au moins comme ça, tu es au courant. Donc ça, ce sont les méthodes de financement principales que tu peux du coup réutiliser dans d'autres pays si tu souhaites investir à l'étranger. Évidemment, il y a des différences comme les lois, le projet Automne avec les 3%, mais tu ne seras pas forcément embêté parce que dans les autres pays, si tu fais les prêts en euros ou en dollars, si tu prends un pays comme les États-Unis, évidemment, ce sera assez différent. Ton taux d'emprunt sera plus bas que si tu le faisais en forint actuellement, mais bon, ça dépend de la notation du pays aussi. Surtout que si tu es en dehors de l'espace Schengen, je n'en ai pas parlé, mais il va te falloir un visa. Donc il va falloir que tu montres patte blanche. Mais là, je parle vraiment pour les pays qui sont en Europe. Les réglementations diffèrent d'un pays à l'autre. Les façons de faire, généralement, les bases de l'immobilier sont vraiment identiques d'un pays à l'autre. On est toujours sur le même principe d'acheter un bien immobilier, de faire un effet de levier et d'utiliser les loyers pour se rembourser et du coup augmenter notre patrimoine.
Une fois que vous savez vraiment comment vous faire financer sur votre prochain bien immobilier, ensuite il faut effectuer vos premières visites de biens immobiliers dans le pays. Donc là c'est pareil, soit vous faites passer une agence et vous faites tout à distance, ou alors vous venez directement et vous voyez vraiment la contenance et à quoi ressemblent les biens immobiliers pour vous en occuper vous-même. Et le plus important dans toutes les formalités administratives, en Hongrie, le point le plus important, ce sera l'avocat que vous allez utiliser. C'est comme partout, il y a de bons et il y a de mauvais avocats. Nous pouvons vous conseiller déjà un très bon avocat sur place à Budapest. N'hésitez pas à me contacter sur mon Instagram ou de contacter directement l'agence Helios. On a déjà tous les contacts, donc en fait on vous les donnera sans souci. Le choix de l'avocat est vraiment très important parce que c'est là qu'il y a énormément d'arnaques. On voit des avocats qui vont vous prendre, comme en France, comme un notaire français, 8% sur la vente de votre bien immobilier. À Budapest, c'est pas du tout le cas. Vous êtes entre 1,5 à 3%. Vous pouvez trouver du 0,5 parce qu'en fait, tous les prix sont complètement libres, mais c'est la concurrence qui parle. Donc quand ils voient un étranger, ils vont essayer de faire soit un pourcentage ultra élevé, mais qui équivaut aux frais de notaire français, donc c'est très facile de se faire avoir. Ou alors vous allez avoir affaire à des avocats qui vont vous faire du 0,5 pour essayer d'avoir un maximum de clients, mais par contre ils vont vérifier aucun document. Il y a déjà eu des ventes qui se font où la personne en fait achète un bien immobilier, mais qui au cadastre n'est pas représenté comme étant un appartement. Donc en fait, ils ne pouvaient pas légalement l'exploiter comme un appartement, c'était une cave. Voilà, c'est le genre de petit problème qui peut vous arriver. Donc voilà pourquoi nous vous conseillons de passer par nos avocats à nous chez Helios. Parce que en plus, les contrats ne seront pas en hongrois, ils seront en hongrois pour le vendeur, ils seront en anglais pour tout le monde et en français pour vous. Donc en fait, vous aurez les 3 langues et ce sera compréhensible pour tout le monde. Là, vous savez vraiment ce que vous signez, vous savez aussi ce qui a été vérifié ou pas, et cela vous évite d'énormes erreurs, parce que de toute façon, l'immobilier, comme on dit, c'est le droit des contrats. Si vous faites avoir, là, vous pouvez être embêté pendant 20 à 25 ans, et bloqué pendant 20 à 25 ans, en fait, ça ruine votre futur financier tout simplement. Donc ne faites pas cette économie de bout de chandelle et de temps surtout de trouver le bon avocat. Donc imaginons que vous avez trouvé le bon avocat, il faut ensuite mettre votre bien en location et déclarer vos loyers. La déclaration de loyer, pareil, il faut trouver, si vous le souhaitez, de bons comptables. C'est comme les avocats, c'est exactement la même histoire. Là, c'est moins important. Vous avez le droit à l'erreur, vous êtes un étranger, tant que vous êtes de bonne foi, c'est comme en France. Bon, après, c'est pas très compliqué. Vous payez 15% sur tout ce que vous recevez en nom propre. Et si c'est en société, automatiquement, vous aurez un comptable. Et vous paierez 9% sur les dividendes qui seront vos loyers. Donc pareil, le choix du comptable, on peut vous conseiller. Nous avons un très bon réseau là-dessus. Et concernant la gestion de votre location, la plupart des propriétaires effectuent la gestion eux-mêmes parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de problème. Au niveau des squats, en fait, ils sont quasi inexistants. Il peut y en avoir au niveau des mères célibataires. Là, quand il y a un enfant, c'est beaucoup plus difficile d'éjecter la personne. C'est comme en France, on va dire, mais ça se fait quand même. Par contre, si vous avez quelqu'un qui commence à squatter ou rentrer par effraction chez vous, le droit de propriété est vraiment respecté en Hongrie, donc la police vient. Généralement, les gens ne restent pas plus de 30 jours, donc avant ça, évidemment, ils essaient de s'arranger, tout ça, mais le locataire prend l'appartement parce qu'il sait qu'il peut payer. S'il prend l'appartement et qu'il ne peut pas payer, il sait très bien qu'il ne faut pas le prendre et qu'il va se faire expulser. Et là, c'est menu militari, donc évidemment, ça vous enlève une énorme épine du pied. Quand j'ai consulté, moi, les avocats là-bas, qui parlent français, au passage, si ça peut vous aider, et que j'aurais dit comment est-ce que ça se passait en France, ils comprenaient pas. Ils comprenaient pas quand je leur dis non, quand on est un squatter, nous on ne peut pas le sortir, il nous faut 3 ans. Il me dit non, 3 jours, non, je dis 3 ans. Ils comprenaient pas.
Et j'ai dit non, nous on peut pas le sortir. Voilà. Il me dit oui, mais s'il a pas d'enfant, j'ai dit non, mais il peut ne pas avoir d'enfant, ça peut être quelqu'un de normal. Et, l'avocat, vous l'appelez, vous lui demandez, ok, combien de temps, ok, tu veux squatter, très bien, combien de temps est-ce que tu veux rester? Et en fait, il va vous donner des années avec des reports au niveau du tribunal. Et là-bas, ils ont complètement halluciné, mes avocats, quand je leur ai dit ça. Donc, c'est quand même rassurant aussi de voir que vous avez... voilà, vous pouvez gérer votre bien immobilier à distance sans problème. C'est pareil, il n'y a pas de formalité administrative. Le seul conseil qu'on vous donnera, c'est de faire passer du coup un avocat pour la signature du bail, parce qu'en cas d'impayé, tout est marqué sur le contrat, vous savez que c'est carré et l'expulsion se fait immédiatement. C'est comme louer un local commercial, de le faire signer chez un notaire ici en France. Et bien, ça revient au même, mais pour les logements. Si la personne évite de payer les charges, par exemple l'eau, l'électricité ou comme ça, il peut se faire virer tout de suite. Donc voilà, donc la gestion, tout ça pour dire que c'est extrêmement simple à gérer en Hongrie. En plus maintenant, si vous choisissez un locataire étranger ou du coup qui est hongrois, dont vous ne parlez pas la langue, là-bas ils utilisent beaucoup Facebook, contrairement à nous, ils sont vraiment en retard sur les réseaux sociaux. Et en fait, vous leur parlez sur Messenger, c'est tout simple, et vous avez la traduction automatique. Donc, puis suivant votre téléphone, vous pouvez même avoir la traduction sur WhatsApp ou tous les systèmes de communication que vous utilisez. Maintenant, vous pouvez traduire instantanément tous les messages. Donc, ça peut être vraiment très simple pour effectuer toute la gestion. Donc, n'hésitez pas aussi à nous consulter. On peut vous refiler les contrats de location. Mais dans tous les cas, on vous conseillera toujours d'aller voir directement nos avocats pour effectuer un bail. Ça coûte pas forcément très cher d'effectuer le bail, ça se coûte en centaines d'euros, donc c'est pas la mort et vous êtes en sécurité. Donc pour revenir sur toutes les étapes que l'on a vues, en premier, il faut que tu regardes quel est ton budget global pour l'achat dans le pays. Ça c'est vraiment comme en France. Tu dois savoir combien est-ce que tu peux te faire financer pour acheter ton bien immobilier. Et bien là maintenant tu connais les méthodes de financement que tu peux utiliser pour acheter dans le pays. Une fois que tu sais quel est ton budget, l'étape numéro 2, il faut que tu saches si tu achètes seul ou en famille ou avec des associés. Alors si tu as des associés qui ont de l'argent et toi tu n'en as pas, évidemment ça augmente automatiquement ton budget et tu peux faire beaucoup plus de choses. Ensuite, est-ce que le bien que tu achètes est destiné à la location ou à l'habitation? Évidemment, ce sera très différent suivant les profils. S'agit-il d'un projet pour toi ou pour tes enfants? Je parle spécifiquement de ce projet parce que ce type de bien, je vois des gens qui, au lieu de louer un appartement sur place pour leurs enfants, ils se disent « Attends, mon gamin, dans 2-3 ans, il va vouloir aller faire ses études à Budapest parce qu'il y a énormément d'universités là-bas. » Eh bien, autant que j'achète l'appartement, je le mets dedans et ensuite je revendrai quand il repartira. Donc c'est l'une des méthodes qui est utilisée, et ensuite même pour ceux qui veulent s'expatrier plus tard, en fait ils ont déjà mis un pied à l'étranger. Et ensuite, il faut que tu regardes si ton taux d'endettement t'oblige à acheter en société ou pas. Alors là, que ce soit pour toi ou pour un investissement, sachant que là-bas, le taux d'endettement peut être jusqu'à 60% au lieu des 35% comme on nous oblige actuellement en France. Donc chaque district à Budapest correspond à un usage différent. Donc ça, je t'en reparlerai dans un prochain podcast. Donc ne fais pas du copier-coller par rapport aux stratégies d'autres investisseurs. Parce que si un mec achète pour son gamin par exemple et que toi tu veux acheter pour y vivre, ça ne va pas être du tout le même district. Est-ce que tu as ta voiture sur place ou est-ce que tu n'as pas le permis et que tu dois utiliser les transports en commun? Est-ce que tu veux un quartier calme ou est-ce que tu veux un quartier huppé? Est-ce que tu achètes dans le luxe ou est-ce que tu vas acheter quelque chose de plus modeste? Voilà, c'est vraiment, tu peux t'inspirer des acheteurs. Donc moi je vais pouvoir te donner des histoires de nos acheteurs qui sont en agence bien sûr je vais garder l'anonymat des personnes, mais tu pourras t'inspirer de ce que eux ils font et tu adapteras ça à ta situation.
Donc pour conclure ce podcast, si tu souhaites acheter à Budapest en tant qu'étranger, n'hésite pas à le faire. C'est à toi de trouver le pays qui te correspondra le mieux. Si tu as des connaissances ou de la famille dans un autre pays, n'hésite pas à investir, même sans t'expatrier. Je pense que c'est toujours très bien d'avoir un coffre-fort, comme j'aime bien le dire, à l'extérieur. Loin de la manne du contrôle de l'État français. Donc fais attention à ce qu'il y ait une convention entre les deux pays. N'hésite pas à me faire tes retours. Je suis très intéressé si tu as déjà investi dans un pays étranger où il y a ce type de convention. Je suis vraiment très intéressé pour avoir des retours et être productif là-dessus. Moi, en attendant, je vais continuer à faire mes recherches et mon boulot. Donc voilà, n'hésite pas aussi à contacter la société Helios si tu souhaites directement investir dans une capitale européenne en pleine expansion. Évidemment, tu n'auras pas le boom qu'il y a eu il y a 10 ans, mais Budapest en fait est toujours une opportunité. On ne l'a pas vu, mais il y a eu une baisse du prix alors pas en numéraire, mais comparé à l'inflation. Les gens ont eu l'impression que les prix de l'immobilier ont cessé d'augmenter, alors qu'en réalité, quand l'on voit l'inflation, le crash a déjà eu lieu il y a 2 ans, et là en fait on est sur une reprise. Donc voilà pour la petite information. N'hésite pas à me contacter sur mon Instagram si tu veux me contacter et avoir plus d'informations. En attendant, je te dis à la prochaine dans le prochain épisode. Salut! Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Pour participer au podcast, envoyez vos questions sur Instagram, à LocInvest.